Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec un sommaire très chargé puisque l'actualité, vous le savez, l'est aussi. On va parler de l'islamo-gauchisme à l'université. Existe-t-il vraiment ou est-ce un fantasme? On va parler des affaires de viol et qui se répandent dans la presse, des rapports difficiles entre les médias et la justice. On va parler aussi d'Éric Zemmour, dont on dit qu'il pourrait être candidat à la présidence de la République. Et pour en parler en plateau, Laurent Mazori, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais non, on est très ravis. Tout à fait ravi. Vous êtes adjoint au maire d'Elancourt, vice-président de 50 ans d'Yvelines et président de TV 78. C'est tout dit? Tout à fait. À peu près. Et contribuable. Et contribuable à vous avoir perdu. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours résiteur. Toujours. On dira peut-être un mot de lettres mortes oui. en fin d'émission. Très très bon bouquin d'une jeune Toulousaine. Et avec nous, en visio, Anne-Charlène Bézina-Duclerc, bonjour. Bonjour Patrice. Ça va bien? Ça va bien. Alors vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen. Oui, toujours. Vincent Couronne, bonjour. Bonjour Patrice. Ça va bien, vous êtes le fondateur des Surligneurs et je signale que tous les vendredis, d'ailleurs, on passe une formidable chronique où vous remettez de l'ordre dans les discours des politiques qui sont souvent faux. Et puis Jean-Baptiste Duclerc, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes, vous aussi, toujours maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Alors, on va commencer peut-être par quelque chose qui s'est passé qui concerne une députée des Yvelines, qui est aussi la présidente de la commission des lois à l'Assemblée, qui est Yaël Braun-Pivet, et qui a subi des attaques antisémites absolument terribles. On la traite de youpine, on lui dit « prépare-toi, bientôt les camps à nouveau ». C'est quand même assez incroyable. On va l'écouter, sa réaction qu'elle nous a donnée vendredi. J'ai toujours en fait la boule au ventre qui ne s'estompe pas parce que c'est extrêmement violent, c'est indigne et on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui on peut avoir ce type de message en 2021. L'antisémitisme, mais comme toute forme de racisme, est absolument incompréhensible et que ça puisse encore aujourd'hui s'exprimer aussi clairement. C'est effrayant et c'est ça qui fait que effectivement ça ne passe pas. En revanche, ce qui est absolument formidable, c'est l'unité républicaine qui s'est immédiatement manifestée, soit hier dans l'hémicycle, ou depuis où je reçois des messages, soit d'élus, soit de citoyens qui m'expriment leur soutien. Oui, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a les deux choses. C'est-à-dire, on est assez même, je ne sais pas, terrassé quand on entend des mots comme ça qu'on n'entendait plus depuis des années. Youpine. C'est même extrêmement difficile à commenter parce que, j'allais dire, les bras nous en tombent. On se dit, mais nous en tombent. On ne sait pas d'où ça vient. Enfin, voilà. Donc c'est très difficile en effet à commenter. C'est très compliqué, mais c'est juste immonde, ignoble. Enfin, il n'y a pas de mots. Effectivement, c'est ridicule. Ça doit être absolument monstrueux pour cette femme. Et c'est très bien que la représentation nationale se soit effet bloc. Ça serait bien que tout le monde fasse bloc derrière. Et j'espère qu'il n'y aura pas encore une fois des gens qui vont dire oui, mais c'est pas tout à fait, mais faut voir, faut étudier, ne nous dépêchons pas, ne stigmatisons pas. Voilà. Il faudrait vraiment que tout le monde prenne la mesure de l'événement. C'est-à-dire qu'une seule parole antisémite, une seule fois ce mot horrible de youpin prononcé, c'est inadmissible. Voilà. Il n'y a pas de débat. Et le parquet a d'ailleurs lancé une enquête. Là-dessus, oui, voilà. Je veux dire, par l'émotion qu'on peut ressentir, l'indignation. La condamnation définitive, quels que soient les auteurs, j'espère qu'ils seront identifiés et lourdement sanctionnés, lourdement condamnés, parce qu'on retrouve là des expressions de la rue, malheureusement, qu'on entend parfois. Faut le savoir. Là, ça frappe une députée, mais on entend ce genre de propos, y compris parfois dans nos communes. Et donc, il faut sanctionner systématiquement, peu importe d'où cela vienne, et bien entendu exprimer notre solidarité avec ces députés ou avec n'importe quelle autre personne qui subisse de tels propos.
Alors l'antisémitisme, en plus, c'est une question qui revient de façon récurrente, avec naturellement plusieurs sortes d'antisémitisme. Il y a de l'antisémitisme un peu culturel, qui a été l'antisémitisme religieux, catholique, français, en gros, qui a été très fort dans notre société, c'est l'affaire Dreyfus. Et puis il y a un antisémitisme nouveau qui tient aussi au conflit israélo-palestinien, en gros. C'est un peu ça. Et là, on va retomber peut-être sur le sujet suivant, qui est l'islamo-gauchisme, peut-être dans une certaine part. Sur ce sujet, quelqu'un veut intervenir ? Oui, peut-être un mot, Patrice. Je trouve que c'est aussi, ça témoigne aussi du fait que dès lors qu'on n'y prête pas trop attention, la bête immonde ressurgit. Et s'il faut absolument lutter contre ça, je signale simplement que la justice, dès lors qu'il y a une violation de la loi, et il semble ici que ça soit quand même assez clair, peut mettre à bas l'anonymat des personnes qui profèrent ce genre de menaces sur les réseaux sociaux, et qu'il n'y a pas d'anonymat total sur les réseaux sociaux, et que la justice peut poursuivre et condamner ce genre de personnes. Et donc j'espère qu'elle le fera ici. Là, c'est venu d'un mail, je crois qu'elle avait reçu. Enfin, c'est en effet, c'est d'une certaine façon les réseaux sociaux. On va passer à... Alors, ça m'intéresse de savoir est-ce que ça vous choque, est-ce que vous trouvez ça normal. C'est Nicolas Sarkozy, qui a 66 ans, donc qui ne rentre pas dans les catégories qui devraient être vaccinées, qui a été vacciné en mois de janvier. Un mot d'abord. Laurent, ça vous choque, vous trouvez ça normal ? Et puis après, on débattra. Alors, je ne sais pas si ça me choque. Ça ne me choque pas forcément en réalité. Mais j'aurais plutôt un point. J'ai trouvé que cette question a été posée par un journaliste au ministre de la Santé dans sa conférence de presse qui a suivi la révélation de cet événement. Et je trouvais que sa réponse était assez juste. La première chose, c'est que tout le monde a le droit au secret médical. Et donc, par conséquent, on devrait supposer que si Nicolas Sarkozy a été vacciné, c'est peut-être pour des raisons médicales que l'on ignore. Et du coup, on pourrait se poser la question de savoir, mais c'est le secret médical quand il était président de la République. Et c'est toute la question de l'anonymat, de l'état de santé du président de la République, si quelque chose pouvait le justifier. Donc, à ce stade, moi, j'en resterai là. Après, juste pour faire très court, on pourrait aussi se poser la question de doit-on vacciner des élites, etc. Et auquel cas, j'aurais tendance à penser de vacciner plutôt des élites qui sont au pouvoir et actives que des élites qui ne le sont plus. Du coup, ils ne rentreraient pas dans cette catégorie. Donc je vais supposer qu'il y a une raison médicale, et moi je m'arrêterai là au niveau de ce commentaire. Jean-Charles ? Moi je pense déjà qu'il faut protéger notre stock d'anciens présidents, donc qui diminue quand même. Voilà, donc on en a deux. Il nous en reste deux. Ils sont relativement jeunes. Justement, mais donc conservons-les. C'est Hollande et Sarkozy, voilà. Mais sinon, bien évidemment, moi je trouve ça très bien. Je veux dire, ça a une valeur d'exemple. C'est quand même un ancien président de la République. C'est une valeur d'exemple. Il y a énormément de gens qui. Sauf que ça n'a pas été fait publiquement, c'est pas quelqu'un qui a dit voilà, je vous le montrais, on ne doit pas avoir peur du vaccin. Il n'a pas donné de publicité à sa vaccination. Donc la valeur d'exemple, elle est un peu, on peut la contester. On va revenir. Je vais demander l'avis de tout le monde d'abord. Anne-Charlène. Plutôt choquée, même si, bon, évidemment, tout le monde a le droit à sa vaccination et à son secret médical. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, secret de l'instruction, secret médical, secret en général, qui, avec cette vague de transparence, sont tellement malmenés. Mais oui, plutôt choquée, parce qu'à partir du moment où on a le sentiment qu'on rompt le principe d'égalité et que on nous donne une politique générale qui consiste à dire, voilà, telle tranche d'âge oui, telle tranche d'âge non, on respecte à partir du moment où il y a de l'exemplarité. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier. Alors peut-être la raison médicale secrète, mais sans cela, oui, assez choqué. Vincent Couronne ? Oui, je suis d'accord avec Anne-Charlène. Je suis plutôt choqué de cet épisode-là. Ça a été fait. Si ça avait été fait publiquement pour une campagne de promotion de la vaccination, etc., mais Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République. Ça n'est certes pas un citoyen tout à fait comme les autres du fait de ce statut, mais il n'empêche qu'il n'a plus à avoir, il n'a pas, me semble, avoir des privilèges particuliers, en tout cas sur ces questions médicales. Sauf si, comme le dit Laurent Mazory, il y a des raisons médicales. Le président Duclerc. Oui, effectivement, je crois qu'à partir du moment où nous ne connaissons pas véritablement l'information, puisque c'est couvert par le secret, on ne peut être que dans l'expectative. J'aurais plutôt à penser que si le secret médical est avancé, c'est qu'un médecin s'est prononcé et que vraisemblablement il a une raison médicale, alors j'espère évidemment impérieuse, qui justifie effectivement qu'il puisse dans ce cas-là se faire vacciner. Après, en tout cas, c'est vrai que cette question, elle dénote aussi de cette passion égalitariste française qui veut aussi et qui est, je dirais, encore plus prononcée, encore plus sévère lorsqu'il s'agit d'élite et qui plus est d'un ancien président de la République.
Vous avez raison, oui, il y a cette passion de l'égalité. Alors, cela dit, c'est intéressant aussi parce que si on se projette dans l'avenir, supposons que, par des circonstances, Nicolas Sarkozy soit amené à se représenter à la présidence de la République. Il faudra bien lever le secret médical à ce moment-là. Est-ce que ça ne pourrait pas poser un problème, justement C'est bien de voter pour quelqu'un qui est vacciné, de toute façon. Oui, mais s'il est vacciné pour des raisons de comorbidité, comme on dit, admettons, puisque rentre dans ces raisons, non peut-être pas de comorbidité, mais en tout cas de raisons de pouvoir être prioritaire. Non, je dis comorbidité, c'est parce que c'est le thème. Voilà, non, je sais bien. Non, mais peut-être qu'il a un léger diabète, ou je sais pas quoi, qui n'a aucune importance. Enfin, il y a 50 000 raisons qui font que c'est tout à fait probablement justifié, et puis qu'importe, je veux dire, mais il y a aussi un côté un peu ridicule. Est-ce qu'on emmerderait autant quelqu'un d'autre que Nicolas Sarkozy? Non, là, c'est parce qu'il y a vraiment une espèce de frénésie française pour tout de suite, dès que Sarkozy fait quelque chose, tout de suite les opposants, les gens, c'est mal. À notre connaissance, ça l'a dit l'ex-président normal, c'est-à-dire François Hollande, n'a pas. Alors pour le coup, c'est l'inverse, parce que dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy qui est vacciné par le reste de la France. Dans le cas du président Hollande, par contre, la France est bien vaccinée du président Hollande, donc on a beaucoup moins de risques, je pense, en finale. Vous voulez ajouter un mot là-dessus, Anne-Charlène ? Moi, peut-être pour dire que je suis pas sûre que s'il devienne à nouveau président, on ait besoin de connaître son état de santé non plus. Moi, j'étais personnellement assez hostile à tous les bulletins réguliers d'Emmanuel Macron durant la période où il a été positif. Ça relève du secret pour n'importe quel être humain. La seule chose, c'est qu'ici, on a vraiment le sentiment qu'il y a une rupture parce qu'on comprend pas pourquoi cette exorbitance ici pour quelqu'un qui a un titre en plus. Ça paraît assez choquant, mais la santé du président, comme n'importe quelle autre santé, mérite d'être, à mon avis, protégée dans son secret. Je suis pas choquée par ça, en tout cas. Mais c'est vrai que la tradition veut maintenant, depuis Georges Pompidou évidemment, qu'on donne des bulletins de santé qui sont vrais ou faux. On l'avait vu notamment avec François Mitterrand, qui a été faux pendant des années et des années. Pas que ça qui était faux d'ailleurs. Enfin, ça en particulier. On met ça de secret. Et avec Chirac, quand il est allé au Val-de-Grâce, et que même son ministre de l'Intérieur n'était pas au courant, enfin je veux dire, donc on est tout à fait... Non, c'est vrai qu'il y a un affichage comme ça de transparence qui n'est pas toujours la réalité. On va passer au gros plan, c'est-à-dire la justice et les médias en matière d'inceste et de viol. Alors c'est vrai qu'on voit chaque jour dans la presse une nouvelle histoire, affaire ou d'inceste ou de viol, des révélations, des accusations. Et des avocats ont fait une tribune dont Hervé Temim, notamment, ont fait une tribune dans Le Monde pour regretter justement que les médias se dressent en justiciers. Parce que c'est vrai que les gens qui sont mis en cause dans la presse, c'est très difficile pour eux ensuite de se défendre. Ben, ils sont morts, ils sont médiatiquement morts. Médiatiquement, c'est compliqué. C'est terminé, je veux dire. On a vu par exemple qu'il y avait un film avec Richard Berry qui devait passer à la télévision qui était déprogrammé. Voilà, sur France 3, oui. Ouais. Et puis jamais, par exemple, le Parisien qui a fait hier, je crois avant-hier, 2 pages sur PPDA, ne fera jamais 2 pages pour dire finalement PPDA n'est coupable de rien. Donc le mal est fait, on jette les gens en pâture à une opinion publique qui s'emmerde un peu, puis qui est toujours... alors une fois, c'est le vaccin de Sarkozy, ce qui n'est pas très grave, mais là maintenant, c'est PPDA, c'est Richard Berry, on a vu les dégâts. Enfin, l'ancien patron d'Equidia, Éric Brion, je veux dire, qui a perdu son boulot, qui a été totalement innocenté de tout. Mais je veux dire, voilà, sa vie est foutue. Sa vie est foutue. Ouais, oui. Donc, c'est vrai que ça pose... Alors, et en même temps, il y a ce besoin d'écoute de la parole des victimes. Anne-Charlène Vézina-Duclerc, peut-être ? En fait, je dirais qu'il y a 2 impératifs ici, c'est-à-dire qu'il y a l'impératif de vérité, celui qui doit être vu du côté de la victime de parler, donc c'est-à-dire cette fameuse loi du silence qui doit être brisée. On en a parlé dans le sport, on en a parlé dans le cinéma, on en parle aujourd'hui dans tous les secteurs, et à ce titre-là, je crois que ça ne peut être que salué, c'est-à-dire se dire enfin tout ce qui peut consister en une loi de l'omerta, en une incitation au silence pour acquérir des passe-droits, etc. Tout ça doit évidemment cesser.
dans cette société de la transparence et de la moralisation, on ne peut qu'accueillir de manière bienveillante une parole qui se libère. Néanmoins, et c'était notamment Boris Cyrulnik qui disait cela, parole qui se libère, ça reste une parole. Et je crois qu'on ne devrait pas oublier que la justice est normalement là pour permettre la justice, c'est-à-dire l'égalité entre les parties et permettre aussi qu'il puisse y avoir une défense. Seul problème, c'est vrai que cette justice se prescrit par le temps. Donc très souvent, malheureusement, on a affaire à des affaires qui remontent. Alors, est-ce qu'il y a prescription ou non? Ça dépend aussi de l'ordre du crime sexuel qui est en cause. Donc voilà, est-ce que la justice est la bonne réponse? Moi, j'ai tendance à penser qu'en tout cas, elle permet plus de garanties, mais sur le principe du discours qui se libère, je crois qu'on ne peut être qu'unanime là-dessus sur le fait de le soutenir. Alors c'est paradoxal. Vincent Couronne? Oui, moi justement, je parce pense que c'est vrai qu'il y a cette tendance, c'est ce que disait un peu Anne-Charlène, la tendance maintenant qui est de croire les victimes sur parole. Oui. Oui, alors en effet, on a déjà eu, lors du mouvement MeToo, Balance ton port, des tribunes aussi qui dénonçaient le tribunal médiatique, etc., et ce genre de choses. Il y a forcément des excès, en fait, dans ce genre de mouvement. Simplement, et il faut le dénoncer et le regretter, bien évidemment. Simplement, si en fait ça s'exprime par cette parole se libère par cette voie-là, c'est parce qu'en fait il n'y a pas d'autres canaux qui fonctionnent convenablement en fait. Donc forcément il y a des victimes collatérales, il y a des dégâts collatéraux. Avec ce tribunal médiatique qui est, comme le disait le magistrat Denis Salas, une sorte de justice en circuit court, parce qu'elle permet de donner une satisfaction quasi immédiate à la victime. Le problème, c'est que si ça peut fonctionner pendant un temps court, en fait, ça ne peut être que sur l'accusation, mais le jugement ne doit rester qu'entre les mains de la justice. Il ne faut pas délégitimer la justice au risque, en fait, de priver les vraies victimes des vrais moyens pour lutter contre ce phénomène. Donc, il y a une prise de parole, une libération de la parole assez, forte au début. Dans les médias, c'est une bonne chose, mais il faut aussi en connaître les limites et qu'on ait tous collectivement conscience qu'il n'y a que la justice qui est en mesure de dire qui est coupable et qui ne l'est pas. Moi, si je peux ajouter quelque chose. Simplement, je me demande parfois si ça n'est pas l'effet recherché par ces victimes-là, puisque souvent il s'agit de personnes célèbres. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas envie de taper là où ça fait mal un petit peu? En tout cas, si on prend par exemple le discours de Camille Kouchner, on a le sentiment quand elle s'exprime qu'elle le disait assez clairement en disant j'ai choisi ce média-là parce que je voulais que l'insécurité que moi je vivais se bascule de son côté. Il n'y avait qu'ici que quelque part je pouvais avoir l'impact que je souhaitais. Donc c'est ça la question aussi, c'est la justice, oui, mais la justice elle reste finalement assez secrète et encore heureux bien sûr. Et finalement, est-ce que là maintenant dans ce fameux tribunal médiatique, ça n'est pas l'effet recherché par les victimes, c'est-à-dire une forme de vengeance finalement par la réputation. Et c'est ça qui, à la fois, est dangereux et mérite d'être saisi. Comment arriver à donner du sens à ce besoin de blesser finalement qui vient de l'atteinte à l'honneur qui a été faite. Donc c'est ça qui est, à mon avis, je me demande si ça n'est pas l'effet recherché. C'est ça la réflexion que j'ai. Il y a probablement une part de ça. Oui, parce que en France, on a toujours tendance à considérer que le petit a toujours raison contre le grand, le pauvre contre le riche. La libération de la parole, c'est quand même quelque chose d'important aussi dans ces affaires. L'inconnu contre la vedette. D'accord, il y a eu aussi beaucoup 15 ans après, 10 ans après, je veux dire, cette jeune femme que tout le monde nous présente comme un romancier, une romancière ou un écrivain. Oui. Enfin, on ne peut pas dire qu'elle est... Parlons de manière générale, parce que on ne va pas rentrer dans les faits de chacune des affaires, on ne connaît pas. Non, mais ce décalage est quand même un peu choquant. Moi, ça me gêne. Laurent, je voudrais qu'on se rappelle d'affaires du passé en ce qui concerne le tribunal médiatique. Je pense à l'affaire Dominique Baudis, dont Dominique a mis, 15 ans à ce qu'on entende qu'il n'était pas coupable, alors que pourtant il avait dit qu'il n'était pas coupable. Et je pense, de petit entre de petits, je pense à l'affaire d'Outreau. À Outreau, je rappelle, c'est la parole d'enfant. 20 ans de l'affaire d'Outreau. Et simplement parce que, effectivement, de fait, c'était des victimes et que de fait, c'était des enfants, forcément, ils ou elles avaient raison. C'était un juge, mais je pense que la partie médiatique a fini par influencer le juge et qui, forcément, a instrumentalisé et instruit le dossier à charge. Donc, voilà, ce sur quoi je souhaite que l'on insiste, c'est que pour moi, seule la justice
peut rendre une décision juste, mais je dirais que c'est une justice qui doit avoir les bonnes informations. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, attention à la rapidité de la décision. C'est-à-dire qu'effectivement, la parole se libère et par conséquent, le tribunal médiatique a tendance à condamner rapidement dans une idée de se dire il faut rapidement condamner, même quand ce sont des faits qui sont très anciens. Mais je rappelle quand même que si on n'a pas la force de la preuve, je ne vois pas au nom de quoi on peut condamner. Et que le premier élément, c'est d'avoir une preuve. Et là où peut-être le fait que la parole se libère peut avoir quelque chose de positif, c'est si on est capable de faire en sorte que justement la victime puisse rapidement porter plainte. Et là, effectivement, on peut avoir des éléments de preuve. Mais 15 ans, 20 ans, et pourquoi pas reporter la prescription à 40 ans, comment peut-on expliquer que 40 ans plus tard, on puisse avoir des éléments de preuve de quelque chose qui s'est peut-être passé, mais peut-être pas. Et pour terminer, on voit bien également qu'effectivement, il y a un côté... C'est horrible, parce que même si c'est vrai, il y a quand même un côté exploitation business dans tout ça. Bizarrement, un livre sort, et évidemment, et j'espère qu'il n'y a pas quelque part un tableau Excel qui existe, pardon, cher ami éditeur, chez certains éditeurs, qui se disent, moi, quand je déclenche tel scandale, l'impact sur les ventes, c'est ça, et donc, je vais prendre un nègre, il va écrire le livre, et puis je vais aussi faire déclencher le scandale. Et du coup, ça gomme les vraies victimes. Il est probable que le roman de la jeune femme qui accuse PPDA va se vendre mieux que si cette affaire n'avait pas été... Mais ne l'accusons pas. Enfin, mais non, mais c'est parce que ça dessert la victime elle-même. Et quant à l'affaire Dutroux, vous avez raison de rappeler, c'est vrai que ça venait juste après l'affaire Dutroux, donc la pédophilie était le crime le plus terrible qui soit. Et donc le juge a dû être influencé par cette atmosphère. Par nous les médias, enfin, vous voyez, c'est... Absolument. Jean-Baptiste Duclerc, justement, Anne-Charlène disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être un désir de vengeance de la part des gens qui dénoncent. C'est probable. Mais c'est vrai aussi que ces affaires sont prescrites. Donc, ils n'ont plus tellement le recours de la justice. Qu'est-ce que vous pensez de... Il y a tout un mouvement qui dit qu'il faudrait arrêter la prescription sur ces crimes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur la prescription, déjà, elle est intéressante parce qu'elle dit quelque chose de notre société. Si on replace la question de l'imprescriptibilité à l'échelle de l'histoire, on observe qu'en fait, ce qui tombe sous le coup de l'imprescriptibilité est en réalité ce qu'une société considère comme étant le plus sacré. Et donc, c'est intéressant de voir que justement, sur la question des infractions criminelles, et là, pour le coup, à caractère sexuel, l'imprescriptibilité peut jouer. Donc, il y a, je crois, une interrogation à avoir de ce point de vue-là. Et puis, dans le même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi considérer que passer le temps long, bien sûr, hein, puisque quand on parle d'imprescriptibilité, il faut bien comprendre que, parce qu'il y a de l'imprescriptibilité parfois pour des infractions mineures qui peuvent toucher sur des périodes courtes de 3 ans, mais sur les infractions à caractère criminel, il y a un délai long qui est celui de 30 ans. Et il y a, je crois, des avantages à garder ce système, nonobstant évidemment la difficulté pour les personnes concernées, évidemment, de faire face aux crimes qu'elles ont subis, mais pour des raisons multiples, notamment parce que au bout de 30 ans, il est difficile pour un juge de se prononcer sur les faits, faits qui sont trop vieux, les mémoires évidemment se fatiguent, les preuves matérielles sont détériorées, et il y a parfois justement la personne qui est accusée qui peut aussi se trouver dans une situation d'inégalité en termes de charge de la preuve. Donc je crois qu'il faut aussi, et puis au-delà, je dirais, il y a le temps long, bien sûr, qui permet de faire que les choses sont derrière et qu'elles ne sont plus pendant ou devant, même si on comprend la difficulté, elle est aussi que les victimes, parfois, n'arrivent pas tout simplement à révéler évidemment le drame qui a été subi, et ne peuvent le faire que bien plus tard, justement. Mais c'est pour ça que la prescription court à partir de la majorité, enfin à partir de 18 ans. Hein. 30 ans après 18 ans, c'est beaucoup. C'est l'âge de 48 ans. C'est quand même pas mal, quand même, comme, je veux dire, pour réaliser. Je pense que là, après, ça devient curieux. Enfin, je veux dire, oui, non, c'est ça. Ça fait jusqu'à 48 ans. C'est vrai bien. C'est vrai que la prescription, c'est quand même... Le travail majoritaire à faire, c'est de faire en sorte qu'une victime n'ait pas peur d'aller effectivement porter plainte tout de suite au commissariat. Et là, on a un vrai travail à faire sur la libération de la parole, la façon dont on l'accueille, pour que effectivement, quand ça vous arrive, et que cette vous parole y alliez, soit entendue, compris. Je crois que c'est ça qui a changé, c'est que la parole s'est libérée, elle est un peu plus entendue qu'elle ne l'était jusqu'alors. Puis enfin, pardon, mais juste, il me paraît assez sain que
l'imprescriptibilité soit réservée aux crimes contre l'humanité. Enfin, je veux dire ça, Oui, voilà. Non, mais c'est quand même ce que disait Jean-Baptiste, c'est-à-dire aux choses qu'on simple, considère comme sacrées. Juste un mot peut-être à Charlène ou Vincent. Pourquoi les parquets, alors que souvent ces crimes sont déjà prescrits, rouvrent des enquêtes? Qui veut répondre à ça? Vincent? Alors, je vais laisser répondre Vincent, mais j'aurais juste voulu dire un petit mot pour rebondir sur le propos de Laurent Mazori. C'est vrai que je trouve on parle du fait que c'est inéquitable puisque personne ne peut se défendre face à ce tribunal médiatique, mais il ne faut pas oublier aussi la carence de la preuve, parce que c'est vrai que du coup, on dit, mais comment arriver à le prouver? Mais ça, c'est pareil 24 heures après l'événement, malheureusement. C'est-à-dire que il n'y a pas de preuve d'une violence psychologique, il n'y a pas de preuve possible d'un crime sexuel, ou alors dans l'heure. Et donc, je crois que ça fait partie, malheureusement, de la faiblesse de la réponse judiciaire, et c'est peut-être pour ça que ce tribunal médiatique est choisi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces cas-là, dans ce qu'on appelle en droit, d'ailleurs, le secret de l'alcôve, c'est-à-dire dans la relation entre deux personnes, tristement, mais c'est la relativité de la vie, c'est parole contre parole. Donc, c'est là, qu'à mon avis, il y a une vraie faiblesse de la justice, et je rejoins Laurent Mazori sur la question de l'éducation qui doit être faite au niveau des commissariats du reste pour arriver à rendre cette parole plus libre et surtout plus crédible sur le seul fait qu'elle existe, puisque malheureusement il n'y a pas véritablement de possibilité de la preuve. Mais je laisse répondre Vincent sur le reste. Oui, sur le parquet qui ouvre des enquêtes alors qu'il y a prescription, il y a deux objectifs à ça. Le premier, c'est de rechercher d'éventuelles autres victimes. C'est ça. À partir du moment où vous ouvrez une enquête, vous avez la possibilité donc d'enquêter et donc de voir s'il n'y a pas des victimes pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits. La deuxième raison, c'est qu'il y a tout un tas de parquets en France qui ont conclu des conventions avec des associations de protection des victimes. Et même s'il y a prescription et que la justice ne peut plus protéger ces victimes-là ou leur rendre justice, à partir du moment où l'enquête est ouverte, la victime est prise en charge par la justice, et donc cela justifie que l'association, qui a une convention avec le parquet, puisse ensuite prendre le relais et prendre en charge ces victimes là où la justice ne peut plus le faire. Très bien, très bonne précision. Voilà. Non, ce qui m'a paru un peu étonnant aussi, c'est que on regarde ces titres comme ça, un peu désabusés maintenant, du genre à quel tour. Non, c'est vrai que ça aurait fait, il y a quelques années, ça aurait fait une de tous les journaux, enfin, une personnalité accusée de viol ou d'inceste, non? Enfin, j'ai le sentiment, Patrice, que ça a bien fait la vie quand même. Ouais, mais ça fait parler. Désabusé. Non, enfin, je pense qu'on le prend très très sérieusement, avec un regard critique. Ouais. mais il est tout à fait exact qu'une affaire chasse l'autre. Oui, voilà. Il y a un peu à qui le Hamel. On a eu l'affaire Berry, puis là on a l'affaire BPDA, puis cette semaine, que va-t-on trouver? Voilà, on attend la prochaine révélation. Prochain livre. Il faut peut-être regarder Livre Hebdo pour savoir quelles vont être les prochaines. Livre Hebdo fait beaucoup là-dessus, d'ailleurs. On va passer à l'événement, c'est-à-dire les déclarations de la ministre des Universités, Frédérique Vidal, sur l'islamo-gauchisme qui gangrène, dit-elle, l'université. Alors, oui, c'était une interview qu'elle a faite à CNews, dans laquelle la ministre des Universités a parlé de cet islamo-gauchisme dont, je la cite, qui dit-elle, gangrène l'université. Ça a fait une réaction terrible. Je crois qu'il y a 800 universitaires qui ont demandé sa démission, que la conférence des présidents lui a reproché d'utiliser un vocabulaire d'extrême droite, que le CNRS, qui a demandé d'enquêter justement, dit mais l'islamo-gauchisme n'est pas une notion scientifique. Et au fond, il y a comme ça une guerre de posture qui fait que ça permet de pas analyser le fond, de savoir justement s'il y a des mouvements. Alors peut-être que le mot d'islamo-gauchisme n'est peut-être pas le bon, on pourra en discuter, mais s'il y a en effet une représentation de ce courant est représenté fortement ou pas dans l'université. Qui veut commencer là-dessus? Patrice, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on entende nos universitaires en premier absolument, parce que j'aimerais avoir leur avis. Moi, j'ai une vision de l'époque où j'allais à l'université, mais c'est peut-être ancien, j'en ferai part après. Alors, qui veut en parler le premier? Vas-y. Non, après toi. Ok, merci Anne-Charlène. Juste un mot rapidement, en fait. De quoi parle-t-on quand on accuse en fait l'université ou les universitaires d'être islamo-gauchistes?
On les accuse en fait essentiellement de ce que j'en comprends dans la terminologie en fait, et ce qui en est fait dans la sociologie, l'histoire, etc. et différents courants d'études, c'est de reconnaître en fait l'existence d'une islamophobie et de lutter contre l'islamophobie et ce genre de dérive. Sauf que en fait là où il y a un problème, en tout cas moi j'ai un souci avec l'appellation ou le terme d'islamophobie, c'est que en fait l'islamophobie, si on la reconnaissait, elle empêcherait en réalité toute critique de l'islam. Or, on n'est pas dans une démocratie empêché de critiquer une religion. Ce qu'il faut poursuivre, interdire, c'est le racisme, c'est différentes formes de xénophobie, etc. Donc on ne peut pas être effectivement, que ce soit arabophobe ou ce genre de choses. Mais en revanche, l'islamophobie ne me semble pas être un terme adapté. Et c'est vrai que c'est une position qui est poussée notamment dans certaines instances onusiennes par les pays du Golfe, etc. Et en réaction, on a eu l'extrême droite, parce que l'islamo-gauchisme est aujourd'hui un terme repris et popularisé par l'extrême droite, même si c'est pas l'extrême droite qui l'a inventé, pour contrer justement ces propos-là. Et donc on a un gouvernement qui tombe dans ce panneau-là, alors à dessein, je veux dire, je pense qu'ils sont tout à fait conscients et c'est tout à fait volontaire, alors qu'à mon avis, tout ça n'est qu'un feu de paille et en réalité on manque le vrai problème. On pourra en reparler. Alors, si on peut reposer la question autrement, pardon, pour vous répondre, au fond, c'est de savoir, et c'est ce que dénoncent un certain nombre d'universitaires qui sont spécialistes de ces questions, comme Gilles Kepel, c'est que les travaux des gens qui dénoncent justement l'islamisme à l'université, ces travaux sont laissés de côté, ne sont pas financés, et que ceux qui tiennent les rênes de cet enseignement sont plutôt, en effet, de ce courant d'islamo-gauchisme qui est encore une fois pas le bon mot, c'est-à-dire de tolérance vis-à-vis de l'islamisme. C'est ça la réalité. Jean-Charles ? Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis un peu énervé par le commentaire de Vincent Couronne, parce que c'est cette vilaine habitude qui est que dès que quelque chose dérange, on va dire « Ah ben c'est le mot de l'extrême droite, alors là, ça y est, c'est balayé, on n'a plus le droit de parler d'islamo-gauchisme parce que l'extrême droite l'a récupéré ». Ce n'est pas un terme qui vient de l'extrême droite, et quand bien même l'extrême droite l'aurait récupéré, je revendique, n'étant pas d'extrême droite, le droit de pouvoir parler d'islamo-gauchisme. Voilà. Deuxièmement, je ne sais pas si j'ai pas bien compris ce qu'a dit Vincent, mais on a plutôt à faire une islamophilie à l'université qu'une islamophobie. Enfin, je veux dire, franchement, j'ai pas vu d'exemple. Voilà, donc peut-être que Vincent s'est un peu trompé. Vincent, il vous répond. Je crois que ça n'a pas de sens en fait de parler d'islamophilie ou d'islamophobie. Moi, je n'ai aucune position vis-à-vis de l'islam à exprimer publiquement ou quoi que ce soit. J'ai mon avis personnel sur l'islam, sur la religion catholique, sur le reste, etc. Mais je ne suis ni islamophile ni islamophobe. C'est ça en fait, on se bat pas du tout sur le bon terrain. Là, ce que ça cache en réalité, la déclaration de la ministre, c'est qu'elle donne l'impression qu'on a une université complètement islamisée et dans laquelle en fait, en sociologie ou dans les sciences sociales en général, les fonds vont vers l'étude, l'analyse, la promotion de l'islam et ce genre de choses, ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Il y a des fonds, il y a des fonds qui sont attribués à des centres de recherche pour faire des recherches sur ce qu'on appelle, par exemple, l'intersectionnalité. C'est-à-dire le fait que dans une société, vous avez différents paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte pour analyser la position des dominants, comme la race, la classe sociale et la religion. Mais pas du tout, on parle pas enfin, c'est pas l'islamo-gauchisme, c'est de l'étude, de la recherche. On est quand même dans une université où on interdit à... Après, il y a des cas différents. Il y a des universités on interdit à Finkielkraut, on interdit même à François Hollande et à Sylvie Agacinski de faire des conférences. Enfin, excusez-moi, mais enfin, je veux dire, on ne va pas tourner autour du pot. C'est quand même absolument anormal, non? Enfin, non, mais visiblement, ça n'a pas l'air de choquer Vincent. Enfin, non, mais c'est pas ce qu'il dit, pour le coup. Juste un mot de Laurent, puis après... Moi, j'ai envie de le couper en deux, le mot en question. Moi, j'ai connu l'époque où l'université était gauchiste. Il n'y avait pas islamo, elle était gauchiste. Moi, je me rappelle avoir choisi d'aller à Créteil et pas à Jussieu, parce que quand je suis rentré dans le Jussieu pour aller m'inscrire,
J'étais halluciné des affiches que je voyais sur les murs. J'avais l'impression d'être ailleurs. D'une part, c'était affreux, et en même temps, les textes. Non, mais c'était effectivement 20 ans après 68. Mais c'était. Et donc, on était gauchistes. Enfin, les universités étaient gauchistes. Je suis désolé, voilà. À part Assas, tout le monde le sait, parce qu'il y avait bagarre entre Assas et les autres. Voilà. Donc, déjà, le premier point, c'est assez étrange en France, c'est-à-dire que nous prenons la laïcité et l'apolitisme dans l'ensemble du système éducatif jusqu'au bac. Puis alors après le bac, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'après le bac, l'université devient la salle d'attente de la politisation. Alors c'est effectivement issu de 68, tous les gouvernements ont peur des universités parce que les mouvements étudiants sont forts, parce que c'est là effectivement où beaucoup de partis politiques vont chercher leurs recrues pour après, donc on retrouve dans l'université aujourd'hui ce qu'on y a semé dans les années 70. C'est-à-dire qu'effectivement nos universités sont, je suis désolé, globalement gauchistes ou gauchisantes. Là-dessus est venu se greffer quelque chose, c'est que quand on a une tendance effectivement gauchiste ou gauchisante en université, pour exister, il faut évidemment aller chercher les mouvements à la fois fortement radicaux et éventuellement même minoritaires pour, en défendant une minorité, pouvoir montrer qu'on protège la veuve et l'orphelin. Donc, le conflit israélo-palestinien de l'époque se retrouve importé aux universités. Et moi, je vais vous raconter des anecdotes incroyables avec des amis communistes, parce que, merci, j'ai des amis communistes, nous allons très souvent au stade. Et je me souviens d'aller voir France-Israël et avoir mes copains qui, au moment de l'hymne israélien, ne se lèvent pas et n'applaudissent pas. Je dis, pourquoi t'applaudis pas? Ah non, mais tu comprends, c'est sioniste et tout. Je dis, mais on vient voir un match de football. C'était mes amis gauchistes, les mêmes qui avaient grandi avec moi, qui m'expliquaient qu'ils avaient réimporté le conflit israélo-palestinien en France. Donc si l'islamo-gauchisme, c'est effectivement avoir utilisé cette tendance minoritaire pour avoir un drapeau à défendre et grâce à cela exister, je le comprends, il existe et je partage ce que vous disiez, il est présent. On peut pas le nier. Alors, à partir de là, par contre, en faire une règle générale et considérer que tous les étudiants sont islamo-gauchistes et tous les profs, etc. Non. Je rappelle que c'est 600 qui ont signé la pétition sur 91 000 enseignants-chercheurs, 691 000, donc j'ai tendance à penser que... Dont beaucoup d'étrangers. Dont beaucoup, effectivement, de professeurs d'origine étrangère, voilà. Donc, qui ont d'autres problématiques. Plus, voilà. Donc ça reste quand même globalement minoritaire. Et après, par contre, néanmoins, le problème de la laïcisation, de l'indépendance en même temps de l'université, mais en même temps d'une forme de neutralité scientifique, devrait être la règle. Et là où la ministre des Universités, Vidal, doit intervenir, c'est effectivement de s'assurer, pas la peine d'aller lancer des études, franchement, s'il y a besoin de faire une étude, il suffit de rentrer aux universités et de regarder les affiches, je le redis, pas besoin d'aller faire des études. Par contre, que l'on essaie de remettre en place ou remettre l'Église au centre du village, c'est-à-dire d'abord l'enseignement, la pensée, la pluralité, l'esprit critique de tous horizons me semble devoir être effectivement le rôle du ministre des Universités, avant d'aller désigner les uns les autres et de caractériser. Voilà. Regardons la réalité des choses. C'est vrai que là, alors peut-être encore une fois, peut-être que le mot d'islamo-gauchisme n'est pas le bon. Il faut rappeler qu'il a été inventé par un trotskiste anglais, M. Hartmann, qui appelait à la convergence des luttes entre les révolutionnaires et les islamistes. On est au cœur du sujet. On est donc de l'extrême droite. Voilà. Donc, non, ça va être extrême gauche. Et juste un mot, pardon, parce que je voudrais quand même interroger Anne-Charlène et Jean-Baptiste. C'est vrai qu'il y a aussi quand même, Vincent, vous pouvez le reconnaître, il y a aussi des mouvements racialistes qui s'expriment à l'université, des mouvements indigénistes. Il y a ce qu'on appelle aussi, c'est le mot je reprends le mot de Gilles Kepel, des dénégationnistes, c'est-à-dire de ceux qui disent c'est pas l'islam qui est en cause quand il y a des attentats, c'est la situation sociale, c'est la situation des banlieues, etc. Et il y a, par exemple, un sociologue extrêmement connu comme Olivier Roy, qui est un sociologue important, qui pense ça, et qui a un poids formidable, très fort dans l'université. Alors, voilà, vos réactions là-dessus, Anne-Charlène ? Alors moi, j'ai 1000 choses qui me viennent en tête quand j'entends parler de tout ça. Déjà, le terme islamo-gauchisme, moi, je pense qu'il faut vraiment rétablir la position du CNRS, c'est-à-dire qu'on n'inspecte pas une université sur une opinion politique et sur une notion qui n'a pas de fondement. C'est-à-dire que l'islamo-gauchisme, je rejoins les propos de Laurent, le gauchisme, c'est encore quelque chose de très différent de l'islamo. Et l'islamo, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer l'islam, ça veut dire soutenir des partis islamistes, ça veut dire soutenir des propos islamistes. Et encore, l'islamisme est encore très différent du dénégationnisme. Donc, en fait, on est en train de poser une étiquette qui est d'ailleurs formidablement affichée derrière vous, Patrice, sur des réalités qui ne veulent absolument, qui n'ont aucun élément de communauté, c'est-à-dire qu'il y a du racisme, on l'a vu à l'Assemblée nationale avec ce qui a été dit à Yael Braun-Pivet, c'est de l'antisémitisme, il y a de l'anti-islam, il y a de tout malheureusement dans une société aussi clivée que la nôtre en ce moment.
Deuxième point, inspecter les universitaires. Moi, c'est quelque chose qui me fait hurler en général parce que je suis pour le coup pas du tout d'accord avec Laurent sur ce point. Je crois qu'on a affaire à des jeunes adultes et qu'il est donc important, c'est notamment pour ça que le voile n'est pas interdit dans les universités et que ça me paraît très important parce que on a affaire à des jeunes adultes qui pensent ce qu'ils veulent. Alors, est-ce qu'évidemment l'éducation de la pensée à laquelle on est censé concourir mérite encore de continuer au-delà de 18 ans, bien sûr, mais après, de là à savoir si justement il y a telle ou telle influence, je ne sais pas si c'est vraiment le bon propos. Troisième point, c'est loin d'être le problème de l'université en ce moment. Alors, de là à être l'échantillon représentatif, je pense qu'en droit, on n'est sûrement pas ceux auxquels on pense lorsqu'on parle des études sur la religion ou sur la culture. Je pensais bien plus les sociologues ou les philosophes qui sont concernés, mais je crois pas que ça soit une préoccupation étudiante et enseignante de tous les jours. Au contraire, on a affaire à une précarité qui est aujourd'hui d'une violence inouïe. Donc, je crois vraiment pas que c'est de ça qu'il faut parler en ce moment. Et quatrième point, on s'est préoccupé de cet islamo-gauchisme, mais nous, en université, en tout cas moi, de mes expériences d'étudiante, j'ai eu affaire aussi à beaucoup de professeurs très violemment antisémites ou en tout cas avec des propos homophobes qui étaient absolument affreux. Mais pendant longtemps, en tout cas c'était la vague des années où moi j'étudiais, on nous disait mais c'est la liberté de l'enseignant-chercheur, c'est comme ça, il faut les subir. Donc à ce moment-là, si on fait la chasse aux sorcières, il faut la faire à toutes les opinions radicales. Et j'ai tendance à penser que moi, quand on m'a appris, eh bien non, écoute, tu es obligé de subir l'enseignement de un tel à telle université dont on sait tous les familiarités avec tel mouvement d'extrême droite ou tel mouvement d'extrême gauche, eh bien, c'est comme ça, c'est sa liberté. Donc, est-ce qu'il ne faut pas quand même laisser une place à ce principe fondamental des lois de la République, de l'indépendance des enseignants-chercheurs? Moi, j'ai quand même tendance à penser que oui. Et à ce moment-là, à quelles opinions voulons-nous nous confronter? Est-ce que c'est l'antisémitisme? Est-ce que c'est l'anti-islamisme? Est-ce que c'est le pro-islamisme? Et dans quelle frange et pour qui et à quel moment? Parce que étiqueter tout cela avec un gros autocollant, ça me paraît vraiment très grave. Oui, mais alors peut-être qu'on peut essayer de le définir, cet islamo-gauchisme. Au fond, ce qui est reproché, c'est ou la faveur ou la tolérance pour l'islamisme, ou en tout cas l'absence de condamnation de l'islamisme de la part d'un certain nombre d'universitaires, pour des raisons qu'ils expliquent d'ailleurs. Mais enfin, c'est un peu ça. Quand elle dit islamo-gauchiste, c'est ça qu'elle pointe du doigt. Et il y a quand même le fait que des chercheurs qui condamnent l'islamisme ont du mal à faire financer leur recherche. C'est vrai qu'il y a aussi la question de l'argent qui intervient là-dedans. Jean-Baptiste Duclerc et puis après Laurent Mazory. Oui, j'ai du mal en fait à vous apporter une réponse, Fabrice. On s'est un peu gêné, je vois. Non, mais gêné, pas parce que je veux pas me positionner sur le débat, mais parce que j'ai du mal à comprendre le débat. Anne-Charlène l'a bien rappelé, déjà quand on parle de l'université, il faut faire attention. L'université, c'est l'université de médecine, c'est l'université de biologie, c'est l'université en droit. Je crois que déjà, on vise plutôt de la sociologie et notamment la science politique. Je crois dans une moindre proportion la littérature et la sociologie. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la formule l'islamo-gauchisme, alors maintenant on parle d'islamisme, mais je ne sais pas trop quoi penser non plus de ce terme-là. Est-ce qu'on parle de l'islamisme radical? Est-ce qu'on parle... Vous voyez, par exemple, s'il est question en fait de parler de la censure, c'est-à-dire de certains universitaires qui décideraient de ne pas encourager des jeunes chercheurs à aller sur des terrains sous prétexte qu'ils ne vont pas dans le sens de leur pensée, j'ai envie de dire à la limite que soit la pensée qui est développée par ces chercheurs tombe sous le coup de la loi et dans ce cas-là il faut les poursuivre, soit ce n'est pas le cas, dans ce cas-là je ne vois pas ce qu'on leur reproche et les étudiants peuvent alors se retourner vers d'autres universitaires qui à ce moment-là vont pouvoir leur proposer des sujets de thèse, des travaux qui peuvent se conformer à leur vue. J'ai l'impression finalement qu'en réalité on veut transposer à l'échelle de l'université un débat politique et qu'on souhaiterait politiser la parole des universitaires, mais on oublie qu'en fait la science est justement aux antipodes de la politique. Alors bien sûr, il arrive parfois que sous couvert évidemment de l'organon universitaire, certains collègues avancent des considérations politiques, mais dans ce cas-là, je pense que ce sont des universitaires qui dévoient leur science. Et dans ce cas-là, il faut les attaquer en tant que tels.
Mais parler d'islamo-gauchiste, je suis désolé, moi je ne comprends pas cette formule. Bon, alors on voit bien qu'il y a un camp d'un côté et un camp de l'autre. Laurent, oui, non, moi je voulais réagir parce que, après tout, je suis un homme politique et donc je suis là pour penser la société, essayer de la faire évoluer. Je ne suis pas effectivement du tout d'accord avec Anne-Charlène sur un point, c'est que effectivement, oui, moi j'estime que l'université française, dès lors qu'elle est financée par la République, eh bien c'est la République qui doit s'y exercer et non pas autre chose. Et je n'attends pas des professeurs, et je n'aurais jamais entendu de mes professeurs qui viennent me donner des cours de politique quand je suis en sociologie. Ce n'est pas pareil, et je n'attends pas effectivement à ce que si censure il doit y avoir, la seule censure qu'il doit y avoir, c'est celle de la République. Et j'estime que les données personnelles et tout ce qui relève de les conceptions métaphysiques et politiques doivent rester en dehors de l'université. Je vais le faire exprès, ça ne m'empêche pas d'être un jeune adulte et de penser ce que je pense, mais en tout cas, je ne viens pas l'exprimer en tant que professeur auprès de mes élèves. Voilà, donc ça c'est un point pour moi important, et j'aimerais qu'on ait cette évolution. Effectivement, elle paraît complètement, et j'entends par avance que je suis rétrograde par rapport à 68, et que donc je dois être d'une autre époque, pour dire effectivement je suis né au XXe siècle, je suis du siècle dernier, mais en tout état de cause, pour me fonder mon opinion, moi on m'apprenait pour te fonder ton opinion, écoute l'ensemble des opinions des autres. Et dès lors qu'un enseignement est monolithique, alors je prends aussi le point de dire qu'effectivement, on parle surtout là des facs, on va dire sur la partie philo, sociaux, et que le point sociologie se pose beaucoup moins en médecine, etc. Ça, on est bien d'accord. Mais je dirais justement, et d'autant plus, si je veux effectivement me fonder mon opinion, je dois avoir accès à l'ensemble des données du savoir. Et je dois laisser les conceptions métaphysiques en dehors de l'université. Il y a certaines philosophies dont on parle, laissons les métaux à la porte du temple. Eh ben, l'université, c'est un temple, je laisse les métaux à la porte du temple. Mais vous reconnaissez l'indépendance des enseignants-chercheurs? Oui, mais l'indépendance des enseignants-chercheurs, certes, dans un cadre républicain. Les enseignants-chercheurs, ils ne sont pas hors sol, ils ne sont pas, je ne sais pas où, ce pas les enseignants-chercheurs de Dubaï. Ils sont sous le coup de la République, la Constitution. Et je suis désolé, c'est une forme d'indépendance, mais une indépendance, c'est pas le fanatisme religieux, c'est pas j'exprime des opinions extrêmes. Effectivement, il n'y a pas de racisme, pas d'antisémitisme, pas d'islamo-gauchisme, etc. Avant de vous donner la parole, il y a un point quand même qui est important. Alors après, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais l'un des premiers qui a dénoncé cette prise de pouvoir dans l'université par ce courant-là, c'est quand même Gilles Kepel, qui est quand même quelqu'un qui connaît bien la question. Après, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien la question. En tout cas, je pense que... Pardon ? Juste... Peut-être simplement dire un mot, c'est-à-dire que évidemment tout le monde est sous le coup de la loi de la République, et j'ai envie de dire de l'ensemble des citoyens, donc précisément l'université également. Mais la seule chose, c'est juste, vous l'avez dit en début de propos, politique, c'est une chose, universitaire, c'en est une autre. Or là, on est en train de chasser des idées politiques à l'université. Et moi, c'est profondément ça qui me choque. C'est-à-dire que, ça ne devrait pas exister, là, je suis d'accord, mais deuxièmement, c'est la même chose que la loi fake news. Comment travailler sur une fake news sans savoir qu'est-ce qu'est une vraie information, et sans donc, du coup, donner une labellisation à ce qu'est une vraie information. Moi, je suis très choquée par l'idée qu'on contrôle les propos à un certain prisme. C'est-à-dire que donc, du coup, aujourd'hui, moi, par exemple, je suis constitutionnaliste, donc j'ai un séminaire de liberté religieuse et de liberté d'expression religieuse. Est-ce que je dois le considérer comme islamo-compatible, gauchiste, etc. Je ne veux pas me poser ces questions. Et précisément, je crois que à partir du moment où on fait rentrer le prisme politique dans l'université, on se trompe. Et donc, je suis totalement d'accord avec vous, mais je crois précisément que quand on pointe l'islamo-gauchisme à l'université, c'est là qu'on fait entrer la politique dans l'université. Donc, chacun son troupeau, et les moutons seront bien gardés. Moi, ça me semble être la bonne conclusion. On voit que le débat ne fait que commencer. Pour le conclure, Jean-Charles ? Pour conclure, je pense que la ministre a vraiment mis le doigt où ça fait mal, parce que à entendre tous nos charmants universitaires, il n'y a pas de problème d'islamo-gauchisme, etc. Ils ont le droit d'avoir leur opinion. Non, mais ils sont remontés comme des coucous pour nous dire que ça n'existe pas, mais tout en accusant, et on voit bien que ça existe. Sinon, il n'y aurait pas de débat, je veux dire. Donc, la ministre... Vincent Couronne, vous sentez remonter comme un coucou ? Je sens vraiment... Je me sens pas du tout remonté comme un coucou sur ce plateau-là. Je suis remonté comme un coucou contre les propos de la ministre de l'Enseignement supérieur. Ça, c'est vrai. Mais pour faire plaisir à Jean-Charles et pour le rassurer, je ne considère pas qu'il n'y a pas de problème à l'université. Il y a quelques jours, la justice a ordonné à un centre de recherche en sociologie à réintégrer un chercheur, un sociologue, qui avait été exclu de son labo
parce qu'il s'était opposé à une conférence à laquelle participait une militante de l'islamophobie, etc. Enfin, contre l'islamophobie, bon voilà. Et donc ça, c'était... Donc ça existe. Évidemment, il y a ce genre de problème à l'université, mais ça n'est pas de l'islamo-gauchisme, encore une fois. Mais on a vu dans des universités des conférences dans lesquelles on disait que le féminisme de Simone de Beauvoir était un féminisme raciste, où avait été invitée une femme qui disait qu'une femme blanche violée par un noir ne devrait pas porter plainte. Il y a eu quand même aussi des dérives, et puis il y a aussi ce courant des négationnistes qui semble quand même important. Après, essayer de mesurer quand même si cette influence est importante et si elle est néfaste. Ça peut quand même se justifier. Il faut l'éradiquer partout. Aucune possibilité dans le discours public d'entendre quelque chose qui rompt l'égalité et l'unité des citoyens. Mais pourquoi alors ne pas commencer une enquête dans les médias? Pourquoi ne pas commencer une enquête dans les écoles? Pourquoi ne pas commencer une enquête dans les supermarchés? C'est partout qu'on entend des âneries et excusez-moi de mais on n'empêchera jamais les étudiants de penser des choses absolument rocambolesques. Ils sont bien meilleurs romanciers qu'ils sont juristes parfois. Mais la seule chose, c'est ça, c'est de se dire, mais évidemment, ces propos sont absolument intolérables. Et on l'a dit en début d'émission, on ne veut pas entendre, en tant que républicain et en tant que citoyen, tout simplement, entendre des choses qui rompent ce pacte républicain. Très rapidement, parce que je voudrais partout. C'est un discours qu'il faut essayer de marginaliser. Mais ça se fait dans toutes les arènes. Et ça se fait, à mon avis, par une meilleure éducation et par une meilleure socialisation de ce problème. Mais je suis pas sûre que ça passe d'abord par le contrôle des publications. Jean-Baptiste, peut-être un mot juste avant vous, et puis pour conclure, parce qu'après, il nous reste plus beaucoup de temps. Simplement un mot rapide pour éviter justement, j'incite les étudiants pour éviter de rentrer dans ce débat, de ne pas se diriger vers l'université en sociologie ou en philosophie, mais plutôt du coup de se diriger vers les universités en droit où ces questions ne posent pas de... Voilà. Oui, moi, il y a plus de débouchés peut-être en plus. Pour aller dans le sens d'Anne Charlène, il faut bien d'abord, commencer quelque part. Et le meilleur endroit pour commencer, c'est justement dans les écoles et dans les universités. Parce que là, qu'on fabrique les citoyens de demain. Plus que dans les supermarchés. Il y a des marqueurs. J'entends bien, mais d'autant plus. Rendre grâce à la ministre qui n'a pas dit que l'université était gangrénée non plus par l'islamo-gauchisme. Elle a dit, il y a des cas de, étudions-les. Et voilà. Donc, en aucun cas, elle a voulu jeter le bébé avec l'eau du bain. Elle a dit, il y a quelques cas, c'est tout. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on finisse avec quelqu'un qui n'est pas soupçonné d'islamo-gauchisme. C'est Éric Zemmour. Alors, ça fait plusieurs journaux. Il y a eu l'Express, il y a le Valeurs Actuelles, qui l'annonce comme candidat au présidentiel. C'est vrai que la droite ou la droite populiste ou l'extrême droite se cherche peut-être un autre candidat que Marine Le Pen, que le débat qu'elle a fait l'autre jour avec Darmanin a peut-être pas convaincu sur sa capacité à représenter ou à pouvoir devenir président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Ça vous paraît crédible, pas crédible? Crédible, oui, qu'il est probablement que Éric Zemmour ait des envies politiques, oui, ça sûrement. Après, est-ce que c'est réaliste? C'est un peu tôt pour le dire. Là, effectivement, tout le monde, surtout les gens qui n'aiment pas Zemmour, disent oui, c'est ridicule, 13% d'intention de vote, 13% dans les sondages. C'est pas rien. 13% dans les sondages. C'est pas rien, d'abord, mais c'est important. Et puis, bon, effectivement, tout ce que dit Zemmour n'est pas idiot. Il dit beaucoup de conneries par moment, notamment sur Pétain. Il a fait beaucoup de choses. Mais il a une grande compétence, une grande culture. C'est pas un abruti. Non, ce qui est intéressant, c'est le phénomène. Est-ce qu'on recherche une alternative de candidature Mais moi, je pense surtout que c'est un très bon candidat pour la République En Marche, en fait. Parce qu'en réalité, à qui profite, guillemets, le crime? Les 13%, ils vont aller les prendre où? Effectivement, pour partir au Front National. Donc je trouve que la meilleure garantie, c'est de démultiplier les candidats de droite et l'extrême droite. Et moi, je serais Emmanuel Macron, je me frotterais les mains en me disant quelle bonne nouvelle qu'Éric Zemmour puisse envisager d'être candidat. Mais c'est magnifique. Donc, je suis pas tout à fait d'accord parce que... on va donner la parole. Juste une seconde. Mais l'intérêt de Macron, c'est d'avoir Marine Le Pen au deuxième tour. C'est pas de l'éliminer au premier tour. Je suis pas sûr parce qu'il y a des sondages qui la donnent à 48% quand même. Anne Charlène, Vincent et Jean-Baptiste pour conclure là-dessus.
Juste un mot, on cherche tout simplement un candidat à droite. Donc je crois que justement c'est ça la fenêtre sur laquelle on est en train de gloser aujourd'hui avec le cas Zemmour, c'est que tout simplement il n'y a plus vraiment de milieu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et toute une partie de la population et de l'idéologie est donc complètement en déshérence. Donc je crois qu'en fait ça manifeste juste qu'une place est à prendre. Est-ce qu'après c'est la bonne? Vincent ? Moi, je pense que tout à l'heure, on disait que les médias s'étaient transformés en tribunal. Maintenant, ça se transforme en vivier pour candidat à la présidentielle. Je trouve que les médias, du coup, provoquent une certaine confusion des pouvoirs et c'est pas forcément une bonne chose. Oui, ça peut être un candidat médiatique. Et on va laisser, pour conclure, la parole au président Duclerc. Merci Patrice. Non, peut-être pour boucler l'émission, on parlait de l'antisémitisme au tout début. Je dirais que dans le paysage de l'extrême droite, il n'y a pas d'antisémitisme, en tout cas dans ces candidats potentiels ou avérés à l'élection présidentielle. Ça, je crois que c'est une bonne chose. Marine Le Pen n'est plus le père et Zemmour est tout sauf un antisémite. Ni plus d'ailleurs qu'aucun de ces candidats ne souhaite rétablir un régime totalitaire, créer des factions armées ou je ne sais quoi. Donc je crois qu'on peut se féliciter que dans l'extrême droite française, en tout cas, on n'est pas dans ces horreurs qu'on a pu connaître par le passé. On va se quitter sur cette belle parole. Très bien, mais je note que rappelons que le président Trump est arrivé aussi au pouvoir grâce aux médias, donc on est juste en retard par rapport aux États-Unis, donc soyons méfiants. Oui, mais enfin, ne critiquons pas trop les médias. Sans les médias, bien sûr. Voilà, donc mais c'est vrai que le populisme gagne du terrain un peu partout. Oui. Merci infiniment Laurent Mazori, Jean-Charles Lajoigny. Lettre morte de Cécile Caillan. Cécile Caillan. Voilà. On en parlera. On en parle la prochaine fois. D'accord. Oui, très bon roman. Merci beaucoup Anne-Charlène Bézina-Duclerc, merci beaucoup Vincent Couronne, merci beaucoup Jean-Baptiste Duclerc. Voilà, on aurait pu continuer 1 heure de plus sur le même sujet. Sans aucun problème, j'en suis persuadé. Et donc, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de PAF.